Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration détaillée. Aujourd'hui, on met de côté les athlètes habituels, on oublie les marathoniens ou les cyclistes. Ouais, on va lever les yeux au ciel pour le coup. Exactement. On va se concentrer sur un compétiteur assez insoupçonné, un animal qui peut traverser nos cieux à plus de 100 km par heure, le pigeon voyageur. C'est un sujet fascinant. Bah oui. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment le moral, la psychologie et la gestion des émotions sont en fait les vrais moteurs de la vitesse chez ces oiseaux. Tout à fait. Et pour ça, nous avons épluché une documentation vraiment riche. Ouais, des archives assez incroyables. Absolument. On s'appuie sur les éditions historiques de la revue Pigeon Rite, avec des figures légendaires comme Noël de Schumacher ou le docteur Bricou, et aussi sur des analyses modernes, comme celle de la chaîne YouTube Portail de la Colombophilie. Et c'est génial d'avoir cette perspective historique et moderne. Ok, décortiquons tout ça. Parce que, en préparant cette analyse, il y a un paradoxe qui m'a sauté aux yeux. Lequel? Eh ben, on entend toujours les éleveurs parler de concours de vitesse. Donc on s'imagine des milliers d'oiseaux qui battent des ailes comme des fous dans une course purement physique. Ouais, on imagine un sprint musculaire. C'est ça. Mais les grands maîtres de la discipline balayent cette idée. La vitesse physique brute, c'est pas ça qui compte. Loin de là, oui. Il faut vraiment détruire ce mythe de l'accélération musculaire. D'accord. Si on regarde la physiologie, la carrosserie de l'oiseau, en fait, presque tous les pigeons entraînés ont le même moteur. Vraiment? Tous au même niveau? À peu près, oui. En vol de croisière, ils vont tous se stabiliser à une vitesse allant de, disons, 800 à 900 mètres par minute. Leurs capacités sont extrêmement similaires. Mais attends, si tout le monde a le même moteur et vole à la même vitesse, comment c'est mathématiquement possible qu'un pigeon arrive avec 1 ou 2 heures d'avance sur un grand concours? Ah! Ce qui est fascinant ici, c'est que la différence ne se fait pas sur les battements d'ailes, elle se fait sur la géométrie. La géométrie, c'est-à-dire? Eh bien, le vainqueur, c'est tout simplement celui qui vole le plus droit. Ah, donc c'est pas une épreuve de vitesse, c'est une épreuve d'orientation extrême? Exactement. Georges de Padoue le dit très bien dans nos archives, c'est l'orientation qui prime. Mais qu'est-ce qui les empêche de voler tout droit s'ils ont tous cette boussole interne? Pourquoi ils font des détours en fait? À cause d'un truc très puissant, l'instinct de groupe. L'instinct grégaire, ouais. Voilà. Dans la nature, le pigeon reste une proie. Son prédateur, c'est le faucon pèlerin. Donc depuis des millénaires, sa survie dépend de sa capacité à se fondre dans la masse. C'est rassurant d'être en groupe. C'est ça. Le problème, c'est que quand on lâche des milliers d'oiseaux, le troupeau a tendance à dériver. Il va contourner un nuage, suivre un courant d'air, faire des zigzags. Et le pigeon moyen, il va juste suivre le mouvement par sécurité. Tout à fait. Même si sa boussole lui dit que sa maison est un peu plus à l'est, la peur de la solitude l'emporte. C'est marrant, ça me fait penser au grand départ en vacances sur l'autoroute. Ah oui? Bah oui, vous avez des milliers de voitures agglutinées sur l'itinéraire principal parce que tout le monde le prend. Et la voiture gagnante, c'est pas la grosse cylindrée qui force le passage. Non, bien sûr. C'est le conducteur qui garde une lucidité mentale, qui regarde sa carte et qui prend la petite bretelle de sortie isolée pour couper à travers champs. C'est une excellente analogie. Le véritable crack en colobophilie, c'est l'oiseau qui a cette anomalie psychologique, ce courage de rompre avec l'instinct grégaire. Il ose s'isoler dans ce ciel immense. Exactement. De Padoue appelle ça un état de sensibilité maximale. Il faut que l'oiseau soit en pleine possession de ses moyens psychiques pour traiter les données de navigation sans paniquer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'un athlète humain qui se détache du peloton, on comprend, il veut la médaille. Il connaît les règles du jeu, oui. Voilà. Mais notre pigeon, il ne sait même pas qu'il fait une course. Alors, pourquoi il se dépêcherait de rentrer au risque de se faire manger par un faucon? C'est la grande question. Sa motivation repose purement sur ses instincts, principalement ce qu'on appelle son pigeon intérieur. Son pigeon intérieur. Oui, c'est-à-dire l'instinct de propriété, son territoire, sa petite case en bois, et l'instinct familial, son partenaire, ses œufs. Ah, l'amour et l'immobilier, en gros. C'est un peu ça. Noël de Schumacher a une phrase célèbre là-dessus. Il disait « Le moral augmente avec la santé corporelle, mais la santé du corps tombe rapidement lorsque le moral n'y est plus. » Donc, la santé physique seule ne suffit pas. Un pigeon super musclé mais triste ne gagnera jamais. Jamais. Et c'est même pire, cette détresse mentale dégrade son physique instantanément. Ah oui, c'est fou ça, le lien corps-esprit est si direct. Pour illustrer ça, De Schumacher racontait une histoire fascinante, celle d'un homme paralysé des jambes depuis des années. Un humain, pour le coup. Oui, un humain. Les médecins ne trouvaient rien de physique, mais il ne pouvait plus marcher. Un jour, une grosse guêpe se glisse dans son lit et commence à le piquer. Oh là! Eh bien, sous le choc de la douleur, son cerveau a libéré tellement d'adrénaline
que le blocage psychologique a sauté. Il s'est levé d'un bond et a couru dans la chambre. Une impulsion émotionnelle a balayé une paralysie. Et on observe le même phénomène chez les pigeons. Absolument. Il y a un exemple célèbre d'un pigeon de retour de la course de Pau. Une course redoutable, très épuisante. D'accord. L'oiseau arrive au pigeonnier. Physiologiquement, il est dans le rouge. Ses réserves sont vides. J'imagine qu'il s'effondre dans son nid. Eh bien non. Avant même d'aller boire ou de voir sa femelle, il se rue sur le casier voisin. Pourquoi ? Parce qu'avant son départ, il s'était battu pour annexer ce territoire. Incroyable. Dès qu'il a touché le sol, son instinct de propriété a anesthésié toute sa douleur physique. Il s'est battu pour défendre son mètre carré. Ça montre à quel point ce sont des créatures très émotionnelles. Mais du coup, ça soulève une question évidente. Si les éleveurs savent que l'amour et le territoire sont les seuls carburants, Oui. ils vont essayer de manipuler ces émotions pour fabriquer des champions, non ? Oh que oui. C'est tout un art sombre, l'ingénierie psychologique du sport. La méthode reine s'appelle le veuvage. Le veuvage, ça a l'air un peu sinistre. C'est très stratégique. On sépare les mâles des femelles toute la semaine pour créer une frustration énorme. Le mâle reste seul, souvent dans la pénombre. D'accord. Et ensuite ? Le jour du départ de la course, on introduit sa femelle dans son casier pendant, 3 minutes. 3 minutes. Juste de quoi le rendre fou d'envie. Exactement. Et hop, on l'emmène au point de départ à des centaines de kilomètres. Il part avec une rage absolue pour revenir terminer ses retrouvailles. C'est presque cruel. Cela soulève une question importante sur les limites de la manipulation. Certains utilisent même des miroirs. Des miroirs ? Comment ça ? On place un miroir dans la case. Le pigeon voit son reflet, croit qu'un rival envahit son nid et il part voler avec une colère territoriale monstre. Waouh ! J'ai aussi lu l'histoire du jeune buffle dans les documents. C'est lié à ça ? Le jeune buffle, un classique, c'était un pigeon démotivé, blasé. En fin de saison, il ne voulait plus voler. Qu'a fait son propriétaire ? Il a utilisé l'instinct paternel. Pendant que le pigeon était couché, il lui a glissé un pigeonneau de 8 jours sous le ventre. Un bébé qui n'était même pas à lui ? Même pas. Mais la vue du petit être vulnérable a provoqué un électrochoc hormonal. Le week-end suivant, il a gagné le premier prix, juste pour entrer nourrir ce petit. C'est vraiment impressionnant. Mais là, je dois faire une objection, parce que je me mets à la place de l'oiseau. Je vous écoute ? Si on rend ces animaux jaloux, frustrés ou furieux toutes les semaines, est-ce qu'on ne risque pas de les épuiser ? C'est comme un étudiant qui boit 10 cafés avant un examen. Oui, l'énergie artificielle. Voilà. Sur le moment, il est à fond, mais après, c'est le crash nerveux inévitable. Est-ce que ces manipulations ne brûlent pas le pigeon ? Votre analogie est parfaite, et les sources insistent énormément là-dessus. Exciter un pigeon, c'est facile, mais un stress prolongé, ça brûle l'oiseau de l'intérieur. Comment ça se traduit physiquement, d'être brûlé ? Le stress déclenche la production de cortisol et d'adrénaline en continu. Ça force l'organisme à vider ses réserves de glycogène, qui est le carburant des muscles. Donc, il part pour la course avec le réservoir déjà à moitié vide à cause du stress. Exactement. Et en plein vol, avec les nerfs à vif, il respire mal. Ça crée un métabolisme anaérobie. Posé, il se perd. Le choc psychique détruit le corps. Les archives disent même qu'une simple bagarre perdue peut briser la carrière d'un crack. Ah oui. S'il se fait chasser de sa case, son orgueil est brisé. Il perd son arrogance. Même s'il a des muscles parfaits, dans sa tête, il est vaincu. En plein ciel, il n'aura plus le courage de quitter le troupeau. Alors là, qu'est-ce que tout cela signifie ? Parce que je vois une énorme contradiction. Laquelle ? D'un côté, vous dites qu'il faut une motivation brûlante pour s'isoler et gagner. De l'autre, cette excitation consomme le glycogène et détruit le pigeon. Oui, c'est le grand dilemme. Comment les maîtres colombophiles résolvent cette équation impossible ? Quel est le secret pour garder un pigeon performant sans l'épuiser mentalement ? Eh bien, si l'on relie cela à la vue d'ensemble de nos recherches, le vrai secret des champions, comme Ernest Duré ou Paul Baustein, est contre-intuitif. C'est-à-dire ? C'est le repos absolu, le calme plat. Pas d'excitation ? Pas de miroir ou de femelle toute la semaine ? Surtout pas toute la semaine. La motivation, c'est comme une flamme. Si on souffle trop fort, elle s'éteint. Dans les meilleurs pigeonniers, c'est le silence religieux, parfois même l'obscurité totale. Ah, on les force à se calmer. Voilà. Dans le noir, le rythme cardiaque ralentit, l'oiseau accumule sereinement ses réserves de glycogène, sans la moindre anxiété. J'ai vu une comparaison géniale de Deux Chemins et l'Écœur là-dessus, avec le cyclisme. L'histoire de Pélissier et Motia ? Oui, pour la course Paris-Brest. Il comparait 2 coureurs.
Pélissier, c'était le sprinter nerveux, sanguin, et Motia, l'endurant, super calme. C'est un exemple parfait. Pélissier a démarré la course à toute vitesse. Il pédalait avec ses nerfs, gaspillant une énergie folle par pure émotion. Pendant que Motia, Motia, lui, s'économisait. Un effort rationnel, régulier. Résultat, sur la distance, Motia a rattrapé un pélissier complètement vidé et a gagné avec une avance incroyable. et donc dans un pigeonnier, le pigeon nerveux s'use avant même de voler. Exactement. La règle d'or, c'est le calme fera faire plus de prix que l'excitation. Un oiseau serein gère l'imprévu. Le pic d'excitation, on le réserve vraiment à l'ultime minute avant le départ, et c'est tout. Juste une étincelle, pas un feu de forêt. Voilà. C'est fascinant. Si on résume, la vitesse d'un pigeon n'est pas du tout une question de muscle ou d'aérodynamisme. Non, c'est de l'orientation. Une orientation rendue possible par une clarté mentale absolue. Et pour affronter la solitude du ciel, l'oiseau a besoin de ses instincts de propriété ou d'attachement, mais surtout d'un repos profond. C'est l'équilibre parfait entre l'émotion pure et la sérénité. Et honnêtement, je trouve que cette histoire, ça résonne bien au-delà de la colombophilie. Comment ça? C'est un miroir saisissant de notre propre condition humaine. Les textes montrent bien que la nervosité et l'agressivité chez ces oiseaux sont souvent dues à un mauvais environnement ou au stress. C'est vrai, ce n'est pas inné. Exactement. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui valorise la vitesse, la compétition permanente, la surstimulation. On est toujours sous tension. Ce n'est pas ce qui nous empêche, au final, d'aller vraiment loin. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est une très belle conclusion. Merci. Et merci de nous avoir accompagnés pour cette exploration détaillée. À très bientôt pour continuer à décortiquer tout ça.